Journée mondiale de la radio célébrée en Côte d'Ivoire aujourd'hui, occasion de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour captiver les auditeurs. Le sujet de l'interview de la rédaction, l'impact de la vie scolaire, et notre invité est le directeur de la structure. Visite historique du président Barack Obama en Cisjordanie sur fond de désillusion. Mesdames et messieurs, bonsoir. La journée mondiale de la radio. L'événement est célébré le 13 février, mais en Côte d'Ivoire, c'est ce 21 mars qui a été choisi pour parler de la radio comme partenaire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Les grands moments de cette célébration avec François Diou. La radiodiffusion au cœur de toutes les attentions ce jeudi 21 mars, choisi par la Côte d'Ivoire pour la célébration de la journée mondiale de la radio au lieu du 13 février, date officielle. Thème choisi, la radio, partenaire du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Occasion pour le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable de rappeler l'impact de l'instrument radio sur le citoyen. Des citoyens bien informés vont contribuer à faire évoluer plus rapidement nos sociétés vers un développement durable. Ainsi, ils seront plus aptes à encourager les mesures relatives au développement durable et à apporter leur soutien aux responsables politiques. Propos soutenus par le ministre de tutelle, Maître Afoussiata Bambalamine insiste sur la nécessité pour les professionnels de travailler en faveur de la cohésion sociale. Vous avez, à n'en pas douter, entre les mains un outil merveilleux pour rassembler et construire dans la paix. Il s'agit pour vous donc de vous inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale, de paix et de développement solidaire, en assumant votre rôle fondamental de promoteur des valeurs traditionnelles, démocratiques et sociales. La journée mondiale de la radio, rappelons-le, a été proclamée par l'UNESCO lors de la 36e session de sa conférence générale en octobre 2011. Elle est à sa seconde édition. La radio est un des médias les plus rapides pour donner une information, mais c'est aussi une technologie qui touche un grand public et dans toutes les contrées. Mais en Côte d'Ivoire, la radio n'est pas très bien suivie par les auditeurs. Les programmes distillés ne suscitent pas l'engouement. Le constat de François Diou. Radio Côte d'Ivoire, il est 11 h au studio de la Nationale. Bamori, l'animateur du jour, reçoit un invité. À quelques pas, le studio de Fréquence 2, la seconde chaîne, Mariam Koulibaly et la technicienne préparent la prise d'antenne. La même ambiance studieuse au bureau de la directrice de la radio, Salisulue Konaté, semble ne pas s'accorder de répit. Le chantier est encore vaste. Pour cette année, pour relancer la radio nationale ou Radio Côte d'Ivoire, nous entendons mettre l'accent sur la promotion des programmes de Radio Côte d'Ivoire, la promotion de l'entité même pour la remettre dans l'esprit des gens. Pour les acteurs des radios de proximité, d'autres défis, au nombre desquels la formation. Nous avons des hommes et des femmes de qualité dans la radio, il faut renforcer leurs capacités au quotidien. Nous avons un problème d'équipement parce que les radios ont subi des dommages pendant la crise. Et les radios sont nées il y a plus de 10 ans, le matériel a vieilli. Des difficultés préjudiciables selon certains auditeurs à la qualité des programmes. On ne parle pas trop du vécu de la population en fait. J'aime pas trop la qualité de l'information qu'on nous donne. J'aimerais plutôt savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur du pays. Généralement, c'est des reportages qui ne sont pas assez pointus, je pense. Mais il y a cependant à espérer, le secteur fait sa mue et entend d'ici quelques horizons avoir davantage l'aide des autorités pour un secteur radio plus proche des populations. Autre sujet, les chimpanzés sont en voie de disparition. Déforestation, braconnage et capture pour le commerce menacent l'espèce. Le projet transfrontalier Taïsapo peut être la solution pour sauver les chimpanzés. Une rencontre entre partenaires pour réfléchir sur la question ici même à Abidjan. Les détails avec Juliette Rouya. La Côte d'Ivoire et le Libéria, soutenus par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Fondation pour les chimpanzés sauvages, étudient un plan stratégique pour la conservation du plus grand bloc forestier restant en Afrique de l'Ouest.
Le massif forestier de Taïsapo, situé de part et d'autre des frontières entre les deux pays, est confronté aux problèmes de braconnage, déboisement et autres menaces anthropiques. Il faut dire que quand on a fait les images satellitales en 2012, on s'est rendu compte que ces deux sites sont des îlots. Tout autour, c'est dégradé. Donc il fallait prendre des dispositions pour mettre une connexion entre ces deux espaces-là. Au cours de la première réunion du comité de pilotage du projet Taïsapo, des plans stratégiques adoptés dans certains pays africains, dont la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ont servi d'exemple à la résolution du problème ivoiro-libérien. Les actions urgentes, c'est mieux prendre en main ces aires protégées, respecter la loi dans ces aires protégées, redonner de la force aux gestionnaires des forêts pour qu'ils puissent reprendre en main les forêts classées et les parcs nationaux. Gérer ce commerce transfrontalier de viande de brousse. En Côte d'Ivoire, c'est interdit de faire ce commerce de viande de brousse ou de chasser. Au Libéria, il y a des espèces qui sont protégées, donc il y a tout ça qu'il faut harmoniser. Le massif forestier de Taïsapo s'étend sur plus de 13 000 km². Il est composé de 1200 espèces de plantes, 230 variétés d'oiseaux et 145 types de mammifères. On parle encore d'environnement avec cette volonté de la Côte d'Ivoire d'aller vers l'économie verte. Des experts réfléchissent sur les enjeux de cette transition en Afrique de l'Ouest. Objectif visé, accélérer la croissance en vue d'une transformation rapide de la sous-région. On reste toujours avec Juliette Ouya. Côte d'Ivoire, à l'école de l'économie verte, il s'agit pour le pays de s'investir dans la création d'emplois et de revenus susceptibles de réduire de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Depuis Rio+20, la Côte d'Ivoire est sur le chemin d'une transition vers l'économie verte. Et cette phase de transition, elle a besoin de s'acheminer sur des repères bien précis. Et ces repères-là constituent la feuille de route qui va être adoptée. Au cours de l'atelier de validation de la feuille de route pour une transition vers l'économie verte en Côte d'Ivoire, les experts environnementaux vont identifier les secteurs clés de l'économie verte du pays. Les opportunités et les contraintes, tant sur les plans économiques, social et environnemental, seront également débattues. Nous savons aujourd'hui dans les pays africains comment les ressources naturelles, les ressources environnementales sont gérées, la faiblesse de nos institutions, la faiblesse des ressources financières, etc. Et il est temps que dans nos pays, nous essayons de mettre en place un certain nombre d'actions qui puissent être socialement, économiquement et environnementalement viables. Rappelons que cette activité fait suite au lancement de l'étude nationale sur les opportunités et stratégies d'une transition vers l'économie verte d'ici à 2020. La Convention de la société civile ivoirienne s'engage dans l'obtention d'un nouveau type d'ivoirien. Les organisations de la société civile sont donc formées sur le processus et ce sera ainsi pendant 2 ans. Alors rendez-vous au jeudi de la CSCI avec Hamza Diaby. Un nouveau type d'Ivoirien plus responsable et acteur du développement de son pays. Voilà l'objectif de la Convention de la société civile ivoirienne. Pour y arriver, la CSI a opté pour une éducation citoyenne forte. Une formation est donc initiée à l'intention des organisations de société civile. La CSI, par cette activité, va faire de la proactivité et récupérer tout ce que peut être des privations de droits du citoyen pour pouvoir les centraliser pour que cela aboutisse vraiment à une atmosphère de cohésion sociale et de paix en Côte d'Ivoire. Les stagiaires seront formés sur les droits et devoirs des individus pour une société ivoirienne plus apaisée. L'Africain en général ne connaît pas ses droits. Ce n'est pas parce qu'on est fâché qu'on doit casser ce qui est construit par l'État. Tout ce qui a été construit et cassé, ça fait comme si c'est un boomerang, on repart toujours à zéro. Quand vous êtes fâché, les Chinois s'expriment par les bandeaux. Pourquoi la jeunesse de maintenant va avec la violence pour manifester un mécontentement et casser leur propre avenir? Quand ils cassent, c'est eux-mêmes qui se détruisent et l'État prend encore de l'argent pour recommencer. Le jeudi de la CSI est un rendez-vous mensuel auquel il faudra s'habituer sur 2 ans.
Hier, 20 mars, souvenir, il y a un an, disparaissait le professeur Zadi Zaourou, le maître du Didiga. Mais il reste toujours présent dans les esprits du monde de la culture. Alors, cérémonie d'hommage à Zadi Zaourou, à l'INSAC, Institut des Arts et de la Culture, avec de jeunes panélistes. Michel Degré nous en dit un peu plus. L'INSAC rend hommage à Zadi Zaourou. Des expositions photos retraçant la vie du maître. Sur celle-ci, l'on peut lire ceci. Adossé à sa maladie, Zadi Zaourou a dit à la mort « Je suis prêt ». Il se rendit ensuite au-dessous des cascades du fleuve Nawa, retrouver Gourou Guédé, le gardien du pays des morts, qui partage un repas avec ce dernier, n'y revient plus. Voici un an que Zadi Zaourou a effectué le voyage sans retour. Les élèves de l'école Espoir des Mamans à Yopougon, où Zadi Zaourou fit sa dernière apparition publique, rendent hommage au maître dans le temple de l'art à Cocody. La conférence débat qu'ils ont animée a convaincu les plus sceptiques sur la parfaite connaissance de la vie du maître par ses gamins. Son père, Boté Zadi René, ex-agent des PTT, était un militant anticolonialiste de la première heure. Il commence ses études à Trècheville, puis à Bégerville et revient à Abidjan. Où est quand est né le professeur Zadi Zaourou? Le professeur Zadi Zaourou est né en 1938 à Yakoli-Dabré, un village situé à Soubré au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai été très franchement impressionné par ces enfants. Le maître disait, lorsque vous créez une œuvre, eh bien, son destin ne vous appartient plus. Il appartient désormais aux Ivoiriens, aux enfants, donc à la postérité. De là où il est, Bernard Zadi Zaourou peut être fier de ses mômes qui, le temps de la célébration de l'an 1 de sa mort, ont permis à l'assistance de parcourir toute la vie du maître du Didiga. Ce 21 mars 2013, c'est la fête nationale de la République de Namibie, occasion pour le président Alassane Ouattara d'adresser ses vives et chaleureuses félicitations à son homologue namibien. Le Tchad est le principal soutien militaire de la France au Mali et dans l'intervention contre les islamistes, les autorités tchadiennes appellent à ne pas crier trop tôt aux victoires. Malgré tout, les soldats réaffirment leur détermination à poursuivre leur mission dans le nord du Mali. Sur le terrain malien, les forces tchadiennes ont été les premières à s'engager aux côtés des militaires français pour mettre un terme à la menace terroriste. De passage à Paris, le ministre tchadien des Affaires étrangères qui a rencontré son homologue français confirme qu'il reste encore du travail. L'opération conjointe armée tchadienne-armée française a fait un travail important dans les IFORAS. Elle est en train de faire du ratissage. Je crois que plus de 70% du travail est fait. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que nous avons un adversaire particulier sur un théâtre particulier et donc il faut être prudent. Dans ce massif, à l'extrême nord-est du Mali, le ratissage est systématique dans un environnement difficile et contre des adversaires prêts à tout. Le danger ici se cache dans ces rocailles d'où il faut extirper chaque djihadiste. Des combats durs qui ont déjà coûté la vie à une trentaine de militaires tchadiens. Les Tchadiens sont fiers des faits d'armes de leur armée. Il y a une totale unanimité sur l'envoi de ces forces au Mali. Et donc l'opinion tchadienne, malgré les pertes, est consciente que ces hommes ne sont pas perdus pour rien. Pour les autorités tchadiennes, la menace djihadiste dans un cadre régional particulièrement instable est réelle. Un constat que le chef de l'État a rappelé à la télévision nationale. La menace des djihadistes existe ici au Tchad. Existe avant que nous envoyions nos forces au Mali. Les cellules dormantes des djihadistes existent bel et bien avant notre engagement au Mali, au Tchad, et existent aussi ailleurs. Alors que le retrait des troupes françaises devrait commencer fin avril, les Tchadiens appellent, eux, à un déploiement rapide et total des autres forces africaines prévues dans le cadre de la mission de stabilisation mandatée par l'ONU. D'ici là, il faut tenir le terrain.
Au deuxième jour de sa visite au Proche-Orient, le président américain est en Cisjordanie. Barack Obama a prôné la souveraineté pour les Palestiniens et la sécurité pour les Israéliens. Il a également lancé un appel au président palestinien pour une reprise sans condition des pourparlers de paix avec Israël. L'interview de la rédaction se penche sur la direction de la vie scolaire. Quel est son impact sur le rendement scolaire? Quelles sont ses missions? Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité, mais avant, suivons ce reportage de Franck Wadio. Koumassi, un lycée envahi de voisins bien encombrants. Débit de boissons, caniveau à ciel ouvert, petits commerces et même un marché. Et pire, la clôture béante par endroits, des journées portes ouvertes en permanence pour voisins et autres racoleurs. À Vridicité, ce n'est aussi pas la joie. Ce collège est dans un état de délabrement avancé. Relief pauvre à l'intérieur, l'extérieur n'est tout aussi pas un cadeau. Surtout à Adjamé, où de nombreux élèves sont obligés, faute de cantine appropriée, de se restaurer en pleine rue. Je souhaite qu'on arrange le coin, les saletés, ils ont qu'à balayer tout, les saletés. Et puis, ils ont qu'à essayer d'encadrer le coin un peu. Des situations sources de vagabondage et pour la direction de la vie scolaire, il faut retourner aux valeurs sacrées de la solidarité et du civisme à l'école, une initiative bien perçue. Ça permet de rassembler, par exemple les enfants qui sont trop timides, ça leur permet d'avoir une certaine chaleur, de pouvoir parler, communiquer. Ça éveille les sens de l'enfant. Reste l'application, ce ne sera pas chose aisée tant les mauvaises habitudes semblent s'être enracinées au fil du temps. L'émission L'intérêt de la vie scolaire, nous en parlons dans votre rubrique, l'interview de la rédaction. Et notre invité est le directeur de la vie scolaire, Nicolas Efimbra. Bonsoir, monsieur Efimbra. Oui, bonsoir, madame. À l'école, on a déjà les mathématiques, le français, l'anglais et j'en passe. Et voilà maintenant la vie scolaire. À quoi répond la création de votre direction? Bien, merci, madame. Avant de vous donner une réponse, je voudrais, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, vous dire merci. Merci de l'opportunité que vous nous offrez à présenter la direction de la vie scolaire et les activités de la direction de la vie scolaire. Et vous avez parlé des mathématiques, de la physique et des autres disciplines, et vous avez aussi parlé de la vie scolaire. Vous savez, l'école est comme un oiseau à deux ailes. Il y a le pan de la pédagogie, des connaissances intellectuelles, mais il y a aussi le pan de la formation humaine, de la formation sociale, de la formation morale. Le pan de ce qu'on appelle l'école de la vie et qui doit s'apprendre à l'école. Et voilà le but de la direction de la vie scolaire. En fait, nous avons pour mission de contribuer à recréer une école vivante, une école attrayante, une école où il fait bon de vivre, une école aimée par les enfants, je dirais une école amie des enfants. Une mission bien noble, M. Fimbra, mais ça paraît tellement théorique. Quel est l'impact de la direction de la vie scolaire sur le rendement des élèves? Oui, l'impact, vous le savez, il est important parce que pour que les enseignements se passent dans les conditions normales, il faut un environnement physique, un environnement social, un environnement moral. Et donc, c'est cet environnement-là, bien entretenu, qui peut impacter sur les résultats scolaires. Et donc, au niveau de la vie scolaire, nous développons un ensemble d'activités. Il y a d'abord l'encadrement et le suivi scolaire, il y a la promotion des valeurs, il y a la promotion des arts et cultures, il y a la promotion du sport, il y a la promotion de toutes les valeurs que l'enfant doit pouvoir inculquer au niveau de l'école. Mais comment vous arrivez à mener toutes ces activités? Parce que quand même, déjà, l'emploi du temps, il paraît bien chargé, les cours sont intensifs. Donc, à quel moment vous prenez Ce sont des activités qui existent pratiquement dans les emplois du temps.
Si vous prenez par exemple l'enseignement au primaire, ces activités existent dans l'emploi du temps. Mais nous sommes dit au niveau de la vie scolaire, bien sûr, avec l'accord de Madame le ministre, qu'il va falloir aménager le temps scolaire afin que ces activités soient pratiquées au sein. Et c'est cette expérimentation que nous sommes en train de développer et que nous appelons les cours le matin et l'après-midi, les activités de la vie scolaire. Donc pas de cours l'après-midi? Aussi les cours jusqu'à 15 h et puis les activités de la vie scolaire entre 15 h et 17 h 30. Et toutes ces activités. Et c'est une expérience pilote que nous sommes en train de mener. Mais pour l'heure, nous disons que nous avons le temps au niveau de l'école parce que déjà les emplois du temps comportent des plages où ces activités peuvent se dérouler. Peut-être à l'école primaire, mais au collège, M. Fimbra. Mais au collège, nous avons les mercredis après-midi, nous avons même les samedis matin. Et donc, c'est un encadrement qu'il faut. Le développement des clubs et associations, le développement des autres activités, c'est une organisation au sein de l'école. L'encadrement, le suivi, c'est une organisation. Il faut de la sensibilisation. Je n'ai pas cours le samedi. Difficile, par exemple, de quitter Yopougon et puis venir véritablement, à Port-Boué, par exemple, où se trouve mon école. Absolument, pour des activités pareilles. Beaucoup de sensibilisation. Et parce que vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des habitudes qui se sont installées, les comportements qui se sont installés. Alors, pour apporter de nouveaux comportements, il faut beaucoup de sensibilisation. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Dans votre programme, vous parlez de bénévolat, du volontariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bon, regardez, on se dit que ce n'est pas nouveau, ça. Oui, ce n'est pas nouveau, c'est vrai. Ce n'est pas nouveau, mais nous disons aussi que c'est à l'école qu'il faut inculquer les valeurs aux enfants. Et si vous prenez par exemple notre communauté ivoirienne, aujourd'hui, la chose la mieux partagée, c'est l'indiscipline. Regardez au volant seulement. Il y a bien sûr des embouteillages à Abidjan, mais dans l'embouteillage, il y a des files de voitures, il y a certains qui passent à gauche, à droite et qui veulent passer avant tout le monde. Regardez les files au niveau des magasins. Il y a des gens qui viennent, ils veulent passer devant tout le monde. Regardez les feux rouges. Quand il y a le feu rouge, faites attention parce que si vous avez le feu vert que vous voulez passer, il y a des gens qui vont vous cueillir. Il y a une indiscipline totale. Et nous pensons que si nous voulons véritablement, comme le dit M. le Président de la République, avec cette vision d'un pays émergent à l'orée des années 2020, il va falloir changer de mentalité. Et le changement de mentalité passe par l'inculcation de valeurs. Et nous pensons que c'est à l'école qu'il faut commencer à inculquer les valeurs. Et ces valeurs que nous allons inculquer vont permettre aux enfants de respecter leur environnement, de respecter leur cadre de vie. Ces valeurs vont permettre aux Ivoiriens, à tout le monde, de respecter même le cadre de vie de l'école. Monsieur Fimbra, c'est ce que je dis, ça paraît tellement théorique parce que c'est après l'école qu'on doit mener ces activités. Pourquoi ne pas penser à insérer ça comme dans une matière, par exemple, comme l'ECM? Ce sont des choses qui sont. L'ECM existait, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle matière, les DHC, qui remplace l'ECM et qui rend pratique ces activités. Et en même temps, dans les activités que nous développons, par exemple au niveau du sport, la pratique du sport à l'école, le développement du sport à l'école permet de rendre... Parce que quelle activité plus que le sport permet le développement de la personne, le développement de l'équité? Au sport, quand vous êtes dans une course de 100 mètres, vous ne pouvez pas tricher. Oui, voilà. Vous prenez le théâtre, il permet aux enfants de pouvoir s'exprimer. Vous prenez les coopératives, les coopératives permettent aux enfants d'avoir des compétences de vie. Donc, ce sont des activités qui apportent des valeurs aux enfants. Comme la solidarité, comme ça. Les valeurs de solidarité, les valeurs d'équité, les valeurs d'amour, voyez. Donc, ce sont des activités qu'il faut développer au sein de l'école. Et je parlais tout à l'heure du respect de soi et du respect de l'environnement. Si vous prenez aujourd'hui nos écoles sont entourées par des magasins, des fumoirs, voyez. Et aux yeux de tout le monde, sans que les parents d'élèves, sans que les éducateurs, sans que les gestionnaires des villes réagissent. Mais il y a un travail à faire. Et c'est ce travail-là que développe la vie scolaire. Mais monsieur Fimbra, les murs, par exemple, de nos écoles sont défraîchis. Les toilettes, on n'en parle pas parce qu'elles sont très sales. On a les bruits parce qu'on a aussi des écoles qui sont dans des marchés.
là, que fait votre direction? Je vous prends au mot, madame. Quel est l'aboutissement de tous les efforts d'un chef d'établissement, d'un directeur d'école, quand son école est entourée par toutes ces nuisances? Vous avez installé des latrines, vous avez installé des ampoules, vous avez installé des points d'eau. Le lendemain, les personnes viennent tout arracher parce que l'école est complètement délabrée. Voilà. Et l'école est délabrée par ces populations extérieures. Parce que oui, il n'y a pas de clôture aussi. Je ne dégage pas la responsabilité des auteurs, des acteurs de l'école. Mais il y a une responsabilité qui est partagée. Nous, de notre côté, nous faisons l'effort nécessaire. Parce que nous pensons que nous devons commencer par la sensibilisation. Oui, mais quand, M. Fimbra, quand par exemple, les écoles, il n'y a pas de clôture, le mur est là, tout le monde entre. Non, madame, la clôture en elle-même n'est pas nécessaire. Allez-y, dans les pays développés, vous n'aurez pas de clôture. Une haie vive suffit. Mais si, de l'extérieur, on respecte la propriété d'autrui, personne ne rentrera dans l'école. C'est une question d'éducation. Donc c'est une question d'éducation et de valeur. Nous disons que tout est une question d'éducation et de valeur. Et donc, nous devons œuvrer à inculquer des valeurs. Nous devons œuvrer à faire pratiquer des valeurs à l'école. Tâche bien difficile. Oui, difficile, mais nous pensons que nous pouvons, parce que nous sommes en train de développer des activités. Par exemple, nous avons 2 programmes. Ce premier programme, qui est le programme d'initiation au bénévolat et au volontariat. Vous le savez, dans les pays développés, le volontariat et le bénévolat sont des choses quotidiennes. Oui, c'est ce qu'on faisait, qu'on appelait le scoutisme. Absolument. Et quand vous avez acquis des notions de bénévolat, quand vous faites du volontariat, vous avez le respect de la chose publique. Vous avez le respect de la personne humaine. Et quand on a le respect de la personne humaine, on ne peut pas poser certains actes. Donc nous sommes en train de développer ce programme dans nos écoles. Nous pensons que ce programme doit pouvoir commencer à la maison. L'enfant, quand il se lève, il doit pouvoir faire son lit. L'enfant, quand il n'a pas cours, il doit pouvoir aider ses parents à la maison, à faire les travaux de maison. L'enfant, à l'école, doit pouvoir pratiquement s'occuper de nettoyer ses latrines, nettoyer sa classe, même faire de la peinture. Pourquoi les enfants n'achèteraient pas de la peinture et peindre les murs de leurs écoles? Donc nous sommes... Vous demandez beaucoup. Hein? Non, mais je pense que c'est une question de sensibilisation. Et vous êtes bien passionné aussi. Non, absolument, nous pouvons y arriver. Il faut commencer un jour. Ce sont des choses qui existaient. Et nous avons laissé les choses véritablement se détériorer. Mais nous pensons que nous pouvons y arriver. Mais il faut commencer un jour. On retiendra. Pourquoi pas le bénévolat aux États-Unis et partout? Pourquoi pas le bénévolat en Côte d'Ivoire? On retient qu'il faut de la citoyenneté, du civisme. Absolument. Donc vous pensez à former des hommes intègres pour demain. Oui, n'est-ce pas un rêve et puis en quelques secondes? Et puis comme on le dit, c'est vraiment le changement de mentalité doit pouvoir passer par là. Le deuxième programme que nous développons, c'est le programme de solidarité et de partage. Tout le monde le sait, la solidarité a disparu, le partage a disparu. Il faut pouvoir tendre sa main à ceux qui n'en ont pas. Et les enfants doivent pouvoir le faire. Et voilà pourquoi nous avons lancé un premier aspect de ce programme qui est pour nous de demander aux enfants de faire le sacrifice sur eux. Le sacrifice de l'épargne sur eux. Je pourrais dire 5 francs par jour pendant 1 à 2 mois pour constituer un capital que nous allons donner à des œuvres sociales. Merci. Et donc, merci, M. Fimbra. Il y a beaucoup de choses à dire et tout. Bon, en tout cas, on espère que les téléspectateurs ont retenu l'essentiel, qu'il s'agit d'une question d'éducation et que, en tout cas, vous êtes décidé à vous atteler à relever ce défi. Et puis, nous, RTI2, nous allons vous accompagner. Donc, merci d'être venu pour nous parler de tous ces beaux projets. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI2.